c'était game changer. Et je pense qu'il y en a qui vont se dire, je vais sauter, mon job va sauter. Nous, on a fait un script qui, à l'aide d'une IA, allait analyser le contenu, allait analyser avec OpenAI si oui ou non ça parlait de mots-clés interdits. Et en fonction de ça, te scorait ta vidéo. Et derrière, les mecs, au lieu de regarder les 3000 vidéos, ils regardaient les 50 qui étaient plus ou moins flaguées selon un score. Dès que le mec il a une commande, automatiquement, tu pourrais le plugger par exemple avec une séquence email à Sendinblue, enfin Brevo, je sais pas quel outil, et créer automatiquement un coupon de livraison avec Joannidis, etc. On pourrait imaginer la mise à jour des prix aussi. Il y a une automatisation qui va aller, tu rentres 3-4 concurrents, et dès qu'un concurrent met une promo, paf, automatiquement, tu suis avec 10% en moins, enfin je sais pas. Ok, pas mal ça. Salut Joanie, comment ça va? Salut Hugo, merci pour l'invitation. Merci d'avoir booké tout ça pour à Lyon, surtout on se retrouve à Lyon. Ouais. Toi t'es lyonnais de base déjà? Ouais, lyonnais. Toi, c'est du coup Marseille. Ex-Marseille. On s'était rencontrés au Wizard Podcast début janvier. L'événement à ne pas manquer aussi l'année prochaine. Abonnez-vous à la chaîne des Wizards et à la chaîne de Joanie. D'ailleurs, qu'est-ce que tu traites? Chaîne YouTube. Ouais, donc j'ai créé une chaîne YouTube depuis, j'allais dire septembre. Donc l'objectif, c'est de démocratiser l'automatisation et de rendre accessible l'automatisation à tous. Je traite différentes études de cas, notamment sur le e-com, sur le SEO, etc. Ça, c'est cool ça. Mais dis-moi un petit peu ton parcours. Donc, je sais que tu avais un parcours un peu autour du SEO. Tu as voulu passer un peu sur la partie automatisation. Dis-moi un petit peu comment ça s'est passé, un petit peu ton petit parcours, sortie d'école par exemple, tu vois. T'as quel âge d'ailleurs? 27. 27, ok. 27, comme toi du coup. Non, 30 ans, mais bientôt j'aimerais bien. Donc ouais, après ton école, qu'est-ce que ça fait exactement? De base, développeur. Du coup, j'ai fait une licence en dev, en développement web. J'ai toujours été dans le bas du panier des devs, on va dire. Et du coup, j'ai découvert le SEO en fait à l'époque dans une agence qui s'appelait Brio d'Internet, qui est à Lyon, qui était à l'époque une grosse agence, qui est aujourd'hui une bonne agence reconnue quand même dans le domaine du SEO. Et du coup, je devais automatiser faire des scripts. À l'époque, il n'y avait pas tous ces outils. C'était en 2015, 2016. 2015, ouais. Je devais faire des scripts du coup pour aider les consultants. Et en fait, de là, ça m'a passionné le SEO. Donc, j'ai switché, j'ai arrêté le dev. Et après, j'ai directement switché sur la partie SEO. Vu que je savais dev, je faisais mes petits sites. J'ai travaillé en autodidacte avec pas mal de forums, script SEO. C'est là que j'ai commencé à rencontrer Romain. Romain Pirotte, Anto, donc voilà, et petit à petit après rester dans le SEO avec du coup notamment Anto et Romain, et petit à petit fait d'édition de sites. J'ai travaillé un peu en agence et du coup j'ai toujours fait de l'automatisation moi. J'ai toujours été un peu black hat sur la partie spam, etc. Mais tu avais tes sites et tu bossais en parallèle avec une agence et tu communiquais sur ce fameux blog forum qui est assez cool. C'est ça. SEO. Script SEO, c'était vraiment à l'époque, je sais pas s'il y a encore maintenant, je pense que ça doit encore exister, mais c'était le forum d'échange, où aujourd'hui c'est les Discord et compagnie, où on avait tous les tips. Et du coup, la journée, je travaillais en agence sur les clients, le soir sur mes sites d'affiliation. D'accord. Et puis voilà, après je suis parti vraiment à mon compte. J'ai rejoint du coup Romain, Edwin, etc. à Malte en 2020. Ok. Et puis voilà, après je suis retourné en France où j'ai monté une agence SEO et web avec un associé. Voilà, donc là ça a été terminé depuis 1 an et demi. Ça a été la grande mode de la démocratisation avec les Zapier, les outils no-code et notamment l'arrivée de ChatGPT. Et donc je me suis dit, je pense qu'il y a un créneau à prendre, pas faire comme tout le monde sur la partie ChatGPT, mais du coup rendre accessible l'automatisation, comme fait très bien Shubham, par exemple. Shubham qui est le référent pour moi du no-code aujourd'hui en France. Et voilà, donc c'est... Ouais. Mais donc, juste avant Zapier, Make, N8N, on reviendra sur ces outils-là aussi. Il y avait ce fameux aussi Zenoposter qui est quand même assez connu et reconnu en SEO. Pourquoi, selon toi, en fait, ces outils d'automatisation de no-code, ils sont venus dans un second temps? Qu'est-ce qui a fait que
Zapier a démocratisé, on va dire, l'automatisation? Bah, déjà, pour revenir un peu sur Zeno, du Ouais. coup, Zenoposter, qui est un outil russe. T'as acheté ta licence avant À l'époque, OneShot? c'était one shot, c'était 30 ou 40 dollars one shot. Ah oui. Et donc, moi, j'ai encore les licences de à l'époque. Je me suis formé avec Zeoxys, doit être sur Twitter encore, et Ok. qui est le référent, je pense, Zenoposter en France. Et qui m'a. Donc, ouais, ça, c'était en 2015, ouais, que j'ai été formé par lui. Et du coup, de 2015 à 2020, même 2021, j'ai fait que du Zenoposter. À savoir, Zenoposter, l'interface, elle est quand même Compliqué. compliquée à avoir. Enfin, c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout intuitif. Voilà. C'est du russe. Les anglais, les forums sont tout en russe. Ah, c'est tout en russe, l'interface est russe? L'interface est anglais et ou russe, mais les meilleurs forums sont en russe. Ok. Donc, faut faire du Google Translate. Enfin bref, c'est pas. Il faut être quand même accroché Ouais. pour s'y mettre dedans. Mais à l'époque, il y avait que ça pour faire ce qu'on voulait faire, notamment avec Romain et Anthony. Qu'est-ce que tu faisais exactement avec Zeno? Nous, on automatise. Vu qu'on était quand même pas mal dans le spam, dans le black hat un peu à l'époque, on créait des centaines de sites en illimité. Voilà, En automatique. en automatique, c'était l'objectif d'aller scraper du contenu. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était les scrappers qui existaient aujourd'hui. Du coup, soit tu recodais ton scrapper en PHP. Ouais. Nous, on ne savait pas trop faire. Voilà, on bidouillait un peu, mais pas trop. Du coup, on s'est mis à Zenoposter et qui, là, nous a révolutionné parce qu'on peut simuler le navigateur, on peut simuler des clics. Donc, en fait, ça permet de faire énormément de choses. Donc, tu peux dire, par exemple, à Zeno, ouvre cette page-là, clique sur ce bouton-là, Ouais, voilà. entre cette requête-là, Voilà, c'est ça. récupère cette data-là, Ouais, voilà. retraite cette data-là dans un Google Sheets ou sur un WordPress. Voilà, Voilà, c'est ça. En fait, tu simules vraiment comme si tu étais un vrai utilisateur. Donc, tu peux te connecter à ton profil Chrome, te connecter à Facebook. Tu peux. Et à l'époque, il n'y avait pas tout autant ces sécurités, on va dire, qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, il y a des anti-proxy, il y a plein de trucs, CAPTCHA, il y a des CAPTCHA, etc. Et du coup, à l'époque, c'était un peu plus simple. Aujourd'hui, ça a été, je pense, un peu. C'est plus compliqué, mais compliqué. mais tu arrives à faire joujou encore un petit Ouais, peu. c'est ça. Toujours des manières. C'est ça, tu peux faire. Je sais qu'Anthony, lui, a jamais voulu switcher sur Make ou N8N, sur des outils qui sont un peu plus simples, Ouais. parce qu'il est toujours resté sur Zeno. Faudra lui demander pourquoi, mais il s'est habitué à ça. Et Après, tu as plus de la main, tu as plus de fonctionnalités peut-être, non? ouais, tu as plus de fonctionnalités, mais du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment que ça soit. Il faut vraiment avoir un aspect technique qui est beaucoup plus profond, et Ok. c'est pas accessible à tout le monde. Ok. Voilà, nous, on a passé, je me rappelle, pendant le Covid, on passait des journées entières. On pouvait rien faire, donc on passait nos temps Devant les week-ends de 10 à 15 heures par jour à faire du Zeno. Ok. Donc, ouais, et au bout d'un moment, en fait, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus dure que des outils no-code qui sont sortis comme Zapier et compagnie. Ok. Mais ça n'a pas les mêmes fonctionnalités. Quand tu as besoin de te connecter sur des intranets, sur des choses comme ça, voilà, là, c'est beaucoup plus simple. Après, peut-être Zeno, c'est plutôt pour, on va dire, les bourrins. Voilà, Ceux c'est qui ça. veulent y aller fort, on va C'est dire, ou faire des trucs pas. Enfin, tu peux faire des trucs très legit avec Oui, bien Zeno, mais c'est pour entrer vraiment, on va C'est dire, ça, dans le c'est- cambouis. Ouais. Alors que Zapier Et ouais. ou Make, c'est déjà bien prédéfini, tu as déjà des filtres, tu peux faire. C'est ça, en fait, Make ou Zapier, tu vas plus être sur du process mainstream, on va dire, créer un dossier sur un Google Drive. Dès que tu as une récupération d'un email, alors derrière, ça va créer un client sur ton Notion. Ouais. Alors, en fait, il y a déjà tous les outils, quasiment, pas tous, mais il y a peut-être 2 ou 3 000 outils qui sont déjà pluggés, les plus connus. Pennylane, voilà, pour la facturation, Notion, Slack, Teams, enfin, voilà, toute la suite Google. Alors qu'en fait, Zenoposter, tu as vraiment accès à l'API. Donc, l'API, c'est vraiment côté technique, comment interagir avec l'outil. En fait, là, tu es obligé de te taper toutes les docs. Je vais utiliser Zenoposter. Quand tu utilises des outils comme Make, Zapier, tout est déjà connecté. Et donc, au final, ça va te permettre de gagner un temps fou. C'est Tu ça. n'as pas besoin d'être un dev pour... Et en termes d'utilisation et du UX aussi, c'est beaucoup plus compréhensible par la plupart des gens. D'ailleurs, si on fait un petit combat Zapier, Make, N8N, d'ailleurs, peut-être qu'il y en a un autre ou d'autres. Pour toi, qu'est-ce que tu suggères si voilà, monsieur tout le monde a envie de commencer un peu à automatiser, on va voir après ensuite par la suite, qu'est-ce qu'on peut automatiser un peu dans des business, on va dire, relativement simples. Toi, qu'est-ce que tu recommanderais comme outil? Moi, je pense... Alors, il y avait IFTTT à l'époque. Je sais... Bon, ça doit encore exister, mais c'était vraiment, je pense, un des premiers sur du no-code, moi, que j'ai jamais vraiment utilisé. Après, pour vraiment faire des choses
ultra basiques, par exemple, dès que tu reçois un formulaire, ajouté directement dans un Google Sheet, voilà, ça c'est un truc qui est basique. Des choses comme Zapier le font très bien. Ouais. Dès que tu as besoin d'algorithmes un peu plus complexes avec des conditions, se dire tel cas, tel cas, tel cas, tu as des choses comme Make qui font très bien le travail, même si Make, on peut l'utiliser pour faire des choses aussi plus simples comme Zapier. Moi, pourquoi Make et pas Zapier j'ai envie de te... Après, Le prix aussi. tu as le prix, ouais. Voilà. Alors maintenant, Zapier, je crois, prendre avec des pincettes, mais qui sont alignés sur les prix de ouais. Make, parce que je pense que Make est en train de manger le marché. Mais ils étaient ultra chers à l'époque, Zapier. Et après, Tu payais aux apps. Donc tu payes aux apps, ouais, c'est ça. Tu payais au mouvement. Alors, Make, c'est un peu pareil, tu payes à l'opération, mais pour $10 par mois, tu as 10 000 opérations. Et c'est pour ça que des fois, tu as besoin de Zenoposter, parce que quand tu vas les scraper, si demain tu dois aller scraper 10 000 requêtes sur Make, ça va te coûter 10 000 opérations, donc $10, alors que du Zenoposter, c'est gratuit. C'est un peu ce qui se passe avec N8N, N8N, qui commence à pop de plus en plus, mais qui est un mix, j'ai envie de te dire, entre Make et Zenoposter. Il faut avoir quand même c'est un peu moins UX N8N, mais ça a l'avantage d'être open source, donc d'être installé sur ton PC et donc potentiellement d'être... voilà. C'est un peu... Voilà, moi, si vraiment vous avez un aspect technique, je vous conseillerais d'aller sur N8N. Si vous n'avez pas du tout d'aspect technique et vraiment sur le visuel, je pense que Make fait très bien le taf. Bien. Ils ont une IA qui ont sorti Make qui est bien. C'est tu tapes, ils ont sorti un petit chatbot. Tu tapes, je veux faire un scénario qui récupère mes posts Shopify, mes articles Shopify et à l'aide de ChatGPT, fais ci, fais ça. Et en fait, il va automatiquement te créer ton scénario. Ouais, c'est ça. Donc, donc là, en fait, maintenant, c'est quasiment accessible à tout le monde. Ça marche bien, ça? C'est quand même, tu sors des... Alors, pour des trucs ultra basiques, oui. Ouais. Après, du moment que tu as besoin de spécificité, bon, ça marche moins bien. Et là, tu as besoin c'est tout l'intérêt de passer par quelqu'un qui s'y connaît. Mais si c'est des trucs ultra simples, aujourd'hui. Et puis, Make, je pense que tu as une grosse communauté, notamment française. Il y a énormément de monde maintenant. Alors que N8N, on est plus sur de l'anglais. Et voilà, je sais qu'il y a un Slack no code Make, on doit être 2 ou 3 000 dedans. Moi, je sais que des fois, je pose une question, au bout d'une demi-heure, j'ai ma réponse, et vice-versa, t'aides les mecs. Et, ok, trop cool. Voilà, pourquoi tendre plus vers Make? Mais voilà, c'est un peu comme Mac ou PC, hein, j'ai envie de te dire. Il faut que tu trouves ton outil qui soit le plus. C'est comme on disait tout à l'heure, Anto, il reste sur Zeno parce qu'il reste sur Zeno, parce qu'il n'a pas trouvé forcément, il n'a pas envie de changer, ça marche comme ça. Très bien. Et sur la partie... Et tous ces outils-là, en fait, ils existaient aussi avant l'arrivée de ChatGPT. Et j'ai l'impression aussi que ChatGPT, ça a été un nouvel élan par rapport à l'automatisation, parce qu'il y avait quand même... tu devais toujours faire peut-être un peu tes choses, tu vois, tu pouvais faire l'automatisation, mais la création de contenu, par exemple, ou rédiger des emails, ou faire... Et j'ai l'impression que ChatGPT, quand ça a été intégré, l'API a été ouverte très rapidement, ça a donné aussi une explosion en plus, ou un second souffle à l'automatisation qui commençait un petit peu à être de plus en plus démocratisé dans les entreprises. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu as vu quand même que tu avais de plus en plus de demandes, parce qu'on reviendra aussi sur ta future agence, quand ChatGPT est arrivé, ou tu as été beaucoup sollicité? Ouais, en fait, ChatGPT, pour moi, l'automatisation vient après ChatGPT. Le marché doit d'abord être mature avec ChatGPT. D'accord. Et ensuite, il devient mature à l'automatisation. Parce que, en fait, ça a vraiment donné un second souffle, comme tu dis, parce que les gens aujourd'hui se sont dit, ok, ChatGPT, c'est bien, je peux créer mes briefs de contenu, par exemple, voilà, ou mes fiches produits. Je prends le cas d'un e-commerçant. Ok, je peux créer mes fiches produits. Ça me crée mes fiches produits en automatique. Je fais mon prompt, etc. Mais si tu as 1000 fiches produits, tu es obligé de te taper à la main ou d'avoir un assistant virtuel ou un stagiaire, ce que tu veux, quelqu'un qui le fait à ta place. Et en fait, le fait d'avoir connecté des outils comme Make, des outils no-code à ça, tu te rends compte que maintenant, directement depuis ton Shopify, directement tu peux plugger OpenAI. Donc ChatGPT, c'est pareil, OpenAI, c'est le système. ChatGPT, c'est une surcouche du modèle OpenAI pour rendre accessible à tout le monde. Et en fait, là, c'était game changer. Les mecs, ils se sont dit, ah ouais, là, il y a vraiment... Et je pense qu'il y en a qui vont se dire, je vais sauter, mon job va sauter. Ouais. Mais ça, tu vois souvent qu'il y a quand même... avec ChatGPT, automatisation, il y a eu beaucoup de postes qui ont été supprimés. Alors peut-être pas forcément. Je pense pas supprimés, mais moi, j'ai quand même pas mal de clients ou d'anciens clients qui ont fait faire des... Alors, nous, je pense pas, je pense plus aux
aux offshore, malgaches, Bénin, etc., à qui bon, on a tous fait sous-traiter, ou même les devs en Inde, etc., où on a tous fait sous-traiter des scripts, etc. Bah, aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il y a des jobs pas qui vont sauter, mais qu'on ne remplace plus, qu'on remplace par. Et je pense que l'objectif, c'est pas non plus de remplacer les mecs, mais c'est vraiment de se dire, bah, ok, toi avant, tu faisais des tâches qui servaient à rien parce qu'aucune plus-value. Voilà. Et là, vraiment, tu vas te focaliser sur ta réelle valeur ajoutée. Ce que tu vas faire, ça va être pertinent. Mais forcément, voilà, au lieu de pour faire quelque chose, avant il fallait être 3, maintenant il faut être 1. Donc inconsciemment, il y a des postes qui sautent, quoi. Ok, hyper intéressant. Et donc toi, là, tu as créé une agence avec Clément qui s'appelle, pardon? Séquence, ok. Et donc, à quoi consiste un petit peu cette agence-là sur l'automatisation? Alors, Est-ce que c'est que sur l'automatisation? ouais, Clément qui a une grosse expérience en SEO aussi, qui a une très grosse expérience en automatisation depuis une dizaine d'années. Donc un peu comme Anto, moi, ça fait 5-6 ans maintenant qu'on se connaît, qu'on parlait un peu tous les jours à se dire, bon, bah, moi j'ai une problématique, comment tu peux m'aider sur l'automatisation et vice-versa. Et en fait, à terme, on s'est dit, bah, moi j'avais de plus en plus de demandes sur la partie, bah, du coup, dès que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai eu de plus en plus de demandes pour faire des petits scénarios. J'ai commencé à communiquer sur LinkedIn. Alors avant, je voulais pas et j'ai commencé. Donc en fait, j'ai eu de plus en plus d'attrait par rapport à ça. Ok. Et en fait, du coup, j'ai dit à Clément, bah, en fait, il a acheté des locaux, on est à Lyon, on est à 5 minutes. Je dis, bah, viens, ça te tente, on lance un vrai truc, une vraie marque, un vrai truc premium, parce que Clément est un peu comme moi sur le premium, tu vois, on veut vraiment faire des trucs sur mesure pour les grosses boîtes, enfin, pour les agences, tu vois, on veut pas forcément pour les indépendants, on veut vraiment, en fait, on veut vraiment apporter une autre expertise, disons expertise au compte qui se disent, bah voilà, là, il y a vraiment des process. Parce que des fois, on a des clients, c'est des grands comptes, tu dis, c'est archaïque. Qu'ils font. Il y a des surcouches Il y a des surcouches de process, de machin, il faut valider à tout le monde. Non. Et donc, nous, on arrive vraiment là-dessus en tant qu'expertise, se dire, bah ok, là, on va auditer un peu tes process actuels qui sont manuels. On dit, bah ça va pas, potentiellement, on pourrait faire ça, etc. Et derrière, on calque des automatisations. En fait, c'est un peu le produit, l'automatisation. On calque, mais j'ai envie de te dire, le mec derrière, tant que ça marche, que ce soit fait avec N8N ou Make, il s'en fout. Mais en fait, on calque derrière l'automatisation pour qu'en fait, il ait juste une entrée, une sortie et que tout ce qu'il faisait, bah, ça soit. Ça a été compressé. Ok. Ouais, c'est ça. Mais donc, tes clients te viennent et ils disent, bah voilà, Joanie, là, on a un process, à chaque fois, c'est le zoo. Ouais. Comment on pourrait automatiser ça pour que ça soit plus, on va dire, chronophage ou que je répète plus la même chose? Est-ce que en fait les gens viennent te voir parce que c'est tout le temps la même tâche qu'ils font? Est-ce que c'est une tâche chronophage ou parce que c'est trop compliqué, il y a trop de process, ils veulent simplifier ça? Il y a deux types de clients. Tu en as qui ont vraiment un besoin direct, qui se disent, OK, je veux automatiser les briefs de rédaction. Je reste sur mes briefs de rédaction parce que c'est la chose un peu chronophage, je pense que tout le monde fait, la création de contenu. Et du coup, bah, ils se disent, voilà, mon process, c'est ça. C'est toujours comme ça. On va dire, allez, une demi-heure à faire ton process manuel. Bah, nous, par rapport à son process, on va imaginer quels outils on va utiliser annexes pour qu'en fait, ils partent juste d'un mot-clé avec ChatGPT, pas forcément, avec d'autres outils, pour que derrière, il ait sa sortie qui corresponde vraiment à ce qu'il a. Ça, c'est vraiment dans le cas où le mec, il a un besoin, il sait déjà. Sinon, il y a d'autres cas où il y a des mecs qui nous disent, bah, je comprends pas, on passe trop de temps là-dessus, je suis sûr qu'il y a... En fait, il y a beaucoup qui ne se rendent pas compte qu'on peut automatiser. Oui. Ils savent qu'ils perdent du temps, ils savent que ça, c'est des tâches qui sont chronophages, mais ils se disent... ouais, je ferai plus tard. Donc, nous, on arrive vraiment en tant qu'experts, on audite tous leurs trucs. Donc, en fait, ils nous disent, bah voilà, moi, je passe tant de temps à faire ça, je passe tant de temps. Et là, vraiment, on arrive en tant qu'experts, on se dit, bon, bah là, potentiellement, est-ce qu'on pourrait pas retravailler le process ensemble? Et voilà. C'est vraiment ces deux types de Ok. Parce que moi, je trouve souvent aussi que j'aimerais automatiser des choses où, non, en fait, je liste souvent toutes mes tâches, tu vois, de la semaine. Et je me dis, putain, ça pourrait être automatisable, mais je sais pas forcément le faire. Ou à contrario, il y a des tâches que je sais pas qu'elles sont automatisables. Ouais, voilà. Et donc, il y a ces deux cas-là. Toi, ça serait quoi ton process pour les personnes qui nous écoutent un petit peu, les commerçants, ceux qui ont des business en ligne? Comment on pourrait gagner en productivité? Est-ce qu'il y a un petit process à suivre? Est-ce qu'on devrait noter toutes les tâches?
essayer de voir à un certain moment, ça doit être automatisable et trouver une personne pour l'automatiser. Selon toi, c'est quoi un petit peu la roadmap pour... Déjà, faut pas partir dans le tout automatisé. Ça, c'est Anto qui parlait, il en parlait dans un de ses podcasts, où même lui, des fois, il est tellement obstiné par cette automatisation qu'on en vient à automatiser des trucs qui servent à rien. Du coup, pour savoir si une tâche, on doit automatiser ou pas une tâche, il y a Shubham qui avait fait un petit site, qui avait partagé un petit site dans une de ses vidéos pour... En gros, c'était un site où tu rentrais le nombre de fois que tu faisais la tâche et si tu effectuais la tâche, je sais pas, une fois ou deux fois par semaine, par exemple, et le temps que tu gagnais, si tu l'automatisais ou pas. Voilà, et ça te permettait de savoir aussi le temps que tu aurais pu gagner si tu l'avais délégué ou automatisé. Ouais, donc voilà, l'objectif, c'est aussi pas trop tomber dans le tout automatisé. C'est ce qu'Anto disait dans une de ses vidéos où lui, vraiment, il automatise tout et des fois, il se retrouve même à automatiser des trucs qui servent à rien plus de temps que s'il avait voulu le faire à la main. Donc ça, c'est vraiment pas tomber dans le trop automatisé. Mais voilà, moi, j'estime que si tu fais la tâche 2 ou 3 fois par semaine, en fonction de combien de temps elle te dure, hein, si elle te dure 1 minute, ça vaut peut-être pas forcément le coup, mais si elle te dure 20-30 minutes, dans ce cas-là, ça vaut peut-être plus le coup. Bah là, alors tu vas penser à pouvoir automatiser. Donc, il y a 2 types d'automatisation. Soit tu fais avec du no-code, voilà. Soit, en fait, tu sous-traites. Et dans ce cas-là, tu peux imaginer sous-traiter, parce que c'est une forme d'automatisation, la sous-traitance, un peu. Hein. Et pour mettre, en fait, moi, par exemple, imaginons que j'ai mon expert comptable qui me demande toutes les factures. Donc, sur mon Gmail, j'aimerais récupérer toutes les pièces jointes et, par exemple, envoyer ça sur un Google Drive pour qu'il le mette après automatiquement, par exemple, sur Cegid ou Times ou quelque chose comme ça. Est-ce que moi, j'ai pas la main sur Mail, j'ai pas envie de m'investir dedans. Est-ce qu'on trouve facilement des agences? Toi, oui. Mais est-ce qu'on peut trouver aussi des freelances à côté? Où est-ce que tu les trouves? Et comment tu peux savoir qu'ils sont bons ou qu'ils vont faire le taf? Alors, comment tu peux savoir qu'ils sont bons? Ça, c'est un peu... Moi, je pense que quand tu es comme ça, il faut que tu partes de ton besoin. Ton besoin, tu l'as dit, c'est automatiser, recevoir un email. Je reçois l'email, je l'analyse et derrière, je le normalise pour le classifier dans le bon dossier. En fait, le process, tu dois déjà bien le définir. Et une fois que tu l'as bien défini, tu as des plateformes, je pense, comme Malte, où tu dois trouver des experts, des mecs qui font du make. Mais j'ai envie de te dire, il y a un peu de tout. Parce que moi, des fois, je récupère des clients où les mecs ils se disent, voilà, il faut quand même trouver une personne qui soit force de proposition et qui te challenge sur ton process, qui disent, bon, là, c'est... Enfin, pas qui te disent, qui appliquent bêtement ton process, parce que ton process, il est peut-être pas bon, tu vois. Ouais. Enfin, il est peut-être bon manuellement, mais de manière automatique, il est pas bon. Donc, je pense qu'il faut pas... il faut pas hésiter à challenger les mecs, leur dire, ok, quelle automatisation t'as fait, ou alors leur demander un mini POC en mode... un POC, c'est une preuve de concept, un MVP, pour dire au mec, comment tu ferais pour... Je pense que voilà, il faut vraiment tester et avoir un mec fiable. Après, voilà, sur LinkedIn, je pense qu'il y en a de plus en plus. Ouais. Comment toi, quand tu audites des business de manière générale, les gens de temps en temps, ils ne savent pas quoi automatiser. C'est quoi les tâches les plus courantes que tu arrives à automatiser? Donc, vraiment les tâches les plus redondantes que les gens ont besoin, je pense, c'est la création de contenu. Donc, que ça soit un brief de rédaction pour un article SEO, pour une fiche produit, pour tes rédacteurs, ou en fait, toi qui fais de la créative, par exemple, généralement, tu as toujours des briefs qui sont toujours templatés. Oui. Ça, c'est la chose qu'on me demande le plus. C'est à partir, en fait, d'une liste de mots-clés, d'idées, etc. C'est derrière, en fait, tu cliques sur un bouton et ça te génère 30-40 briefs selon ton process. Ça, c'est la chose qu'on me demande le plus. Derrière, on a aussi pas mal d'analyse de documents. J'appelle un peu l'OCR, mais un peu ce qu'on parlait tout à l'heure pour la comptabilité. Moi, par exemple, dans mon cas... Explique vite fait, je pense, le OCR. OCR, c'est quand... pas forcément l'IA, mais c'est pour analyser tout ce qui est les PDF, le texte sur les images. Le texte sur les images, ouais, le PDF. Ouais, c'est ça. Donc, en fait... Aujourd'hui, quand tu vas recevoir, nous par exemple, dans un cas pour un client, c'était de l'analyse de CV. On avait une équipe RH, elle recevait, je ne sais plus, peut-être on va dire 100 ou 200
200 CV par mois. Ouais. Bah, si aujourd'hui, les RH, c'est leur job de se taper tous les CV, de voir si ça correspond aux compétences. Oui. Bah, en fait, on avait imaginé une automatisation qui, à l'aide d'une IA et donc de l'OCR, allait analyser que le profil correspondait oui ou non aux compétences demandées. Et déjà, ça te préfiltrait énormément ça. Donc ça, ouais, tu vois, tu peux faire ça. En fait, je pense qu'il faut... il y a création de contenu, donc tout ce qui est où tu mets l'IA qui va te créer, donc t'inventer, mais il faut pas oublier que l'IA, elle est capable d'analyser aussi. Tu vois, encore une fois, là, un cas qui nous avait été demandé, c'était pour une très grosse marque qui devait analyser, je crois, entre 2500 et 3000 vidéos pour un jeu concours sur YouTube. Et donc, les mecs envoyaient des films de 5 minutes qui devaient parler du feu. Du quoi? Du feu? Sur le thème du feu. Ok. Et en fait, la problématique, c'est qu'on était en pleine guerre. Et du coup, tu as des mecs qui parlaient de mots-clés interdits comme différents mots-clés interdits qui sont bannis par YouTube. Ok. Et en fait, si tu devais analyser 2500 vidéos de 5 à 10 minutes, je te laisse compter, je crois qu'il y avait 300 ou 400 heures d'analyse. En fait, nous, on a fait un script qui, à l'aide d'une IA, allait analyser le contenu, donc le transcript, donc le audio to texte, allait analyser avec OpenAI si oui ou non ça parlait de mots-clés interdits. Et en fonction de ça, te scorait ta vidéo. Et derrière, les mecs, ils n'avaient plus qu'à regarder, au lieu de regarder les 3000 vidéos, ils regardaient les 50 qui étaient plus ou moins flaguées selon un score. Ok. Donc tu vois, on peut aller là-dessus. Et sinon, je pense que voilà, donc ouais, c'est beaucoup d'analyse de données, que ce soit analyse de documents, analyse de devis, bon de livraison. Enfin voilà, il y a énormément, soit de la création, soit de l'OCR, de l'analyse de. Ok. Pour un e-commerçant, qu'est-ce que tu vois comme tâche automatisable de manière générale? On a parlé de création de contenu, ça peut être des articles de blog, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait des choses qu'on pourrait automatiser hors blog, en e-com? Ouais, en e-com, tu pourrais imaginer la génération automatique de codes promo personnalisés. Alors peut-être qu'il y a moi je suis pas assez expert dans l'e-commerce, mais il y a peut-être des applications qui font ça, hein. Mais sur Shopify, dès que le mec il a une commande, automatiquement tu pourrais le plugger par exemple avec une séquence email à Sendinblue, enfin Brevo, je ne sais pas quel outil, et créer automatiquement un coupon de livraison avec Joanny10, etc. Ok, Ça pas mal. peut être du code promo. On pourrait imaginer la mise à jour des prix aussi. Tu pourrais mettre à jour tous tes fiches produits. On pourrait imaginer une automatisation qui va aller, tu rentres 3-4 concurrents, et dès qu'un concurrent met une promo, paf, automatiquement, ça va les mettre tu suis avec 10% en moins, enfin je sais pas. Ouais. Ok, pas mal ça. Tu vois, ça peut être vraiment là-dessus, ça c'est plus sur la partie e-com. Après, tu peux avoir, alors tu pourrais imaginer la partie création de pub, faire de l'A/B testing aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu peux rentrer une pub et dire à ChatGPT, décline-la-moi en 50 versions et potentiellement tu A/B testes derrière tes. Est-ce que tu penses, tu pourrais, moi je pense en créatif parce que ceux qui font pas mal de pubs sur Meta, sur le réseau Meta, c'est cool de aussi voir tous les concurrents. Ça serait scraper la Ads Library de Facebook, voir s'il y a une nouvelle pub et essayer de soit de l'analyser, soit de la mettre dans un dossier. Est-ce que tu penses que ça serait possible de scraper un site pratiquement tous les jours et voir s'il y a une nouvelle pub qui est sortie pour le mettre dans un dossier spécifique? Alors là, avec télécharger comme no-code, comme du no-code, ça va être un peu plus compliqué parce que nous, on va utiliser l'objectif du no-code, c'est tu vas utiliser que ce qui est légal, on va dire, enfin legit, pas forcément légal. C'est legit, c'est-à-dire des API qui sont ouvertes que les boîtes sont dit, ok, tu as le droit de faire. Ok, tu as besoin de faire des trucs un peu comme ça, où c'est pas border niveau loi, mais dans ce cas-là, tu es obligé de passer comme dans Zeno, où tu peux aller scruter là-dessus. Et après, tu pourrais très bien imaginer en fait une automatisation sur Zenoposter qui va aller sur la librairie Facebook, par exemple. Et en fonction de ça, tu l'envoies derrière dans un dossier Google Drive. Et après, c'est une autre automatisation qui, à l'aide de ChatGPT, de l'IA, va analyser la créative, et elle va te ressortir tous les points d'amélioration ou ce qui est bien, etc. Ok. Sur DLP, je sais que j'avais fait le test, alors c'était à l'époque, mais tu pourrais imaginer de faire une bonne automatisation, un bon prompt ChatGPT qui pourrait être
une liste de tes créatifs, de tes images, tu mets tes 50 créatifs Canva Ouais. et qui te sort tous tes points d'amélioration sur Canva, se dire, sur ton truc, là, c'est pas bien, là, tu pourrais faire ci, par Ouais. rapport à ça. Là, tu parlais de landing page. Ça serait top aussi, tu vois, je me dis, mes concurrents, t'entends, ils créent des nouvelles fiches produits ou des landing pages spécifiques pour les ads. Ça serait dès qu'il y a une nouvelle URL qui apparaît, boum, la scraper et pour l'analyser, tu vois. Et ben en fait, c'est exactement l'étude de cas que j'avais montré, je crois, avec Romain. J'avais fait une petite vidéo avec Romain, avec Romain Pirotte sur la chaîne. Ok. En gros, c'était plus pour la partie SEO et affiliation, mais ça marche exactement La même pareil. chose. Tu peux imaginer aller scruter tous les jours le sitemap, enfin le site du concurrent. Et voilà, comme tu dis, dès que, dans le cas de l'affiliation, dès qu'il y a un nouveau produit, paf, toi, tu es informé à l'instant T. Ouais. Et pour faire de la veille aussi, donc ça soit de la veille sur les réseaux sociaux de tes concurrents. Ouais. Et en fait, tu pourrais, enfin ça c'est sûr, on l'a déjà fait pour certains, il y en a beaucoup qui nous le demandent aussi sur la veille, c'est de se dire, ok, mon concurrent il fait du TikTok. Bon, on va dire il fait du TikTok. Tous les jours, il va scruter les nouvelles vidéos TikTok, il va analyser le nombre de likes ou le nombre d'interactions, de partages, etc. Et en fonction, si tu as eu énormément de likes entre aujourd'hui et le lendemain, Ouais. et ben, tu as une notif pour te dire attention, cette vidéo de tel concurrent, elle Top. était virale. Pourquoi elle était virale? Paf, toi derrière, tu le refais. Ok. Pareil, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ok, ouais, il y avait il y a des trucs, des outils un peu plus payants comme Qui le font ça? Minea ou des choses comme ça où tu t'arrives à voir. Mais c'est vrai que ça, c'est très spécifique sur une marque ou sur un besoin particulier. Ok. Donc ça peut être top. Le sitemap, c'est parfait aussi. Ouais, c'est vrai que tu as envie de sortir, tu vois, généralement, tu as 10 marques que tu suis parce qu'ils font du bon taf, ils sont dans ta niche. Tu sais que les landing pages, elles sont très bien, les créatives aussi. Donc tu as envie de tout savoir pour essayer de dupliquer et de faire la même chose. Parce qu'il y en a beaucoup qui font du copycat comme moi. C'est top. Est-ce que tu connais des outils aussi, on parlait de créatives, qui permettent de créer des créatives automatiquement? Quand je dis créative, ça peut être des vidéos ou des images, des carousels, ou vu que sur Facebook et Meta, ils se demandent souvent de refresh les créatives. Moi, je vous conseille, alors pas de sponsor, rien du tout sur l'outil, mais vraiment ultra... Alors, parce que c'est des choses qu'on me demandait beaucoup. Les gens utilisent Canva. Ouais. C'est la majorité des gens aujourd'hui utilisent Canva. Et la problématique de Canva, c'est que tu ne peux pas automatiser. Il n'y a pas d'API. Donc, en fait, c'est pas possible, du moins pas à ma dernière connaissance, ou alors pas si facilement peut-être que tu faut les contacter, etc. Moi, j'avais trouvé du coup des alternatives. Et il y a Abyssal, qui est un truc français, qui est un Canva bis, un petit peu moins évolué, mais tu fais tes créatives. Et tu peux automatiser en masse, ça coûte je crois 30 ou 40 $ et tu peux faire des créatives en illimité. En fait, tu fais un template. Donc moi, ce que je fais par exemple pour les clients qui veulent des images à la une en automatique, tu fais un template ultra propre et derrière, en automatique, derrière, tu as on va dire, le titre qui change. Mais toi, tu pourrais imaginer une liste de tes créatifs, de tes produits et automatiquement, ça va te générer... Donc, il va changer l'image, il va changer le texte, mais le design, le graphisme va rester le même. Le template de base reste le même, mais après, tu peux avoir de l'A/B testing juste sur ta phrase et sur ton produit. C'est énorme. Et du coup, dans un dossier Google Drive, tu peux imaginer mettre tes 50 photos tes 50 photos produits. Tu mets une cinquantaine de phrases que toi, tu sais qui a déjà marché d'expérience. Et en fait, tu fais le 50 x 50 et ça te génère tes 50 puissance créative. Ah ouais. Comment ça s'appelle ce outil? Abyssal. Abyssal. Ouais. Ok. On va mettre en lien. Mais franchement, c'est français. Et moi non plus, je le connaissais pas. Et c'est quand je me suis mis à l'utiliser, c'est vraiment pas mal. Donc, il est bien. Mais c'est vrai que tu vois, il n'y a pas encore un SaaS où justement qui reprend un petit peu ce que tu viens de dire, où potentiellement tu pousses ton produit. Google, l'outil Google un peu pour les performances max, essaie de le faire, où tu donnes seulement ton produit détouré et il va faire des animations un peu automatiques et tout. Mais c'est bien ficelé. Enfin, moi, je rêve, tu vois, d'un SaaS où tu donnes tout ton contenu, que ce soit les témoignages clients, tes produits, ton produit en utilisation et tout. Et après, l'outil fait un petit mashup sur des créatifs qui fonctionnent déjà. Et il fait exactement la même vidéo ou la même photo ou voilà. Mais déjà, je vois ce que tu dis. C'est un premier step, tu vois. Ouais, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a encore pas il y a plein de petits outils à droite à gauche. Voilà. Il faut réussir à jumeler les bons petits outils pour du coup te faire
ton propre écosystème. Maintenant, si demain ça existe, ça peut être une tuerie. Par contre, ouais, voilà, ça va mettre des gens un peu. Ouais. Non, mais après, moi, c'est vraiment l'objectif, c'est de trouver quelque chose comme ça. Top. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais dire sur l'automatisation qu'on n'avait pas abordé pour que ce soit les business en ligne ou les commerçants? Est-ce que tu avais un petit mot à rajouter? Bah non, mais surtout ne pas avoir peur. Je pense qu'il faut vraiment. Il y a plein de vidéos gratos sur YouTube sur comment se former. Et je pense qu'il faut être régulier, c'est-à-dire il faut pratiquer parce que si t'as pas d'expérience et que tu pratiques beaucoup pendant une semaine, 2 semaines, mais après tu laisses tomber pendant un mois, tu vas tout oublier. Donc pour moi, je dirais la régularité. Mais pas forcément faire beaucoup. Mais voilà, peut-être 1 heure, 2 heures par semaine, tout le temps, mais de manière régulière et bien penser à, voilà, si on veut scaler son business, même je pense qu'il doit y avoir des freelances qui doivent faire du community manager, par exemple, pour certains clients. Bah, demain, tu peux imaginer prendre, 30 clients au lieu de 10 clients, juste parce qu'en fait, tu as mis un process automatique sur la création des créatives ou alors, donc voilà. Donc, je pense que quand vraiment tu veux scaler, il faut s'y mettre. C'est pas accessible à tous. Je dis pas que c'est facile, il faut avoir de l'entraînement. Moi, ça fait 10 ans que j'en fais. Enfin, ouais, 10 ans que j'en fais. Et il faut avoir une logique d'algorithmie, une logique de compréhension du besoin, bien réfléchir. Mais voilà, maintenant, on a la chance d'avoir ChatGPT. ChatGPT, si tu le promptes bien et que tu lui dis voilà mon process manuel, je veux le faire sur Make ou sur N8N. Quelles sont les étapes à suivre? Si tu es un peu autodidacte et que tu as du temps, franchement, ça fait le chat. ChatGPT peut te donner des conseils pour paramétrer ton... Ouais, il corrige mes scripts, par exemple. Ok. En fait, Make, techniquement, c'est du code. C'est un fichier JSON qu'on appelle. Donc, c'est du code que tu peux exporter pour, en fait, quand tu veux t'envoyer des templates ou en vendre. Il y a des plateformes où tu peux acheter des templates. Ça s'appelle les Makers, un peu comme Synchrone. Ouais. Mais il y a une template qui s'appelle les Makers avec 2 Z, où tu peux vendre des templates et tu peux acheter des templates pour 4, 5, 10 dollars. 10 euros, c'est une plateforme française. Et du coup, en fait, ça te permet derrière, en fait, ce fichier, tu le mets à ChatGPT, tu dis corrige-moi ou adapte-le-moi pour faire telle ou telle action. Faut pas que ça soit trop compliqué non plus. Hein. Ouais. Mais si tu le promptes bien, franchement, ça marche bien. Ok, pas mal. Donc, on mettra aussi ce lien-là. Je ne connaissais pas aussi. Ouais. Donc, prendre des templates et les réadapter avec ChatGPT. ChatGPT 3 suffit. Non, il faut ChatGPT 4 parce qu'il faut la fonctionnalité d'analyse. Ah oui, c'est ça, ouais. Tu peux pas le faire. Il faut T'as raison. Mais bon, maintenant, si on peut pas mettre, il faut mettre les 20 euros. Si aujourd'hui vous avez un seul outil, à prendre au lieu de prendre des Minéa et compagnie, ou alors même des outils. Je pense que c'est ChatGPT. Mais je trouve avec la nouvelle version, ça a un peu baissé un peu ChatGPT. Alors, moi, je n'utilise pas ChatGPT, j'utilise plus OpenAI du coup en API parce que ChatGPT, mais de vrai, ça a sorti quand tes retours, il y a eu ces mises à jour, ça a un peu baissé en qualité. Moi, je faisais développer il y a peut-être 6 mois, 8 mois mes scripts là-dessus, ça marchait nickel. Maintenant, ça marche un peu moins, il faut être un peu plus. Je crois, selon toi. Moi, après, je sais pas, mais j'aurais dit peut-être la démocratisation c'est devenu accessible à tout le monde en fait. Top. Écoute, merci beaucoup. C'est d'être passé sur Merci Fraté. Merci. J'espère que ça a plu un petit peu sur l'automatisation. Tout le monde doit s'y mettre. Chacun à son rythme. Mais ceux qui ne vont pas s'y mettre, malheureusement, le train va partir sans eux. Ils feront toujours des choses chronophages. Et moi, je glisse toujours mes pièces jointes dans le Google Drive et ça me rend fou. Donc, il faudra qu'on en reparle d'ailleurs. Carrément, on arrive à faire quelque chose. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on mettra bien évidemment tous les liens de ta chaîne YouTube. Tous les mentions, tout ce que tu as cité en description. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.